N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Lançons l'extrait d'horreur. Cette histoire s'est passée il y a quelques années. Ma copine et moi venions de se séparer. J'avais besoin d'un peu de changement dans ma vie, pour m'aérer la tête de toutes ces pensées négatives. J'ai donc décidé que ce serait une bonne idée d'aller faire de l'escalade en montagne. Je ne suis pas un pro, mais ayant pratiqué l'escalade pendant plusieurs années, je savais que je pourrais me débrouiller tout seul en montagne. J'ai donc pris mon matériel de grimpe et suis parti. J'ai bien évidemment prévenu quelques personnes où j'allais, au cas où quelque chose m'arrivait. Mes parents ainsi qu'un de mes amis étaient au courant d'où je serais. Je leur ai indiqué que si je ne serais toujours pas de retour d'ici le lendemain midi, qu'il faudrait appeler de l'aide. J'étais plutôt confiant que rien ne m'arriverait, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis arrivé à la montagne après 1 heure de route. La première montagne que j'allais escalader était équipée de crochets pour que je puisse accrocher mes mousquetons. Je ne grimpe jamais sans corde, en tout cas pas lorsque je grimpe à plus de 5 mètres de haut. Cette première montagne devait faire une bonne trentaine de mètres, donc après m'être équipé, j'ai commencé la montée. J'ai grimpé pendant à peu près une dizaine de minutes, jusqu'à arriver à une séparation entre le mur que je grimpais et le mur qui continuait plus haut. La raison de cette séparation était une grotte. Elle n'était pas très spacieuse, mais elle était très sombre. Impossible de voir à l'intérieur. J'ai hésité à passer mon chemin, mais quelque chose a retenu mon attention. Il y avait un bruit constant, comme un bourdonnement. Ça ressemblait à peu près à un bruit de frigo. Bien évidemment, je savais qu'il ne s'agissait pas d'un frigo, car ça ne ferait aucun sens de trouver un frigo qui marche dans une grotte perdue comme ça. Mais le bruit a attisé ma curiosité. Je me suis rapproché lentement. J'ai crié « Bonjour !» Je n'attendais aucune réponse en retour. Je voulais savoir à quel point je pouvais entendre mon écho. Au moment où j'ai crié, le bruit bourdonnant s'est arrêté. Là, c'était bizarre. Peut-être une coïncidence ? Je suis resté immobile face à ce silence. J'ai écouté attentivement pour un potentiel bruit. Une respiration. J'entendais maintenant quelque chose respirer, un peu plus loin dans la grotte. Mon premier réflexe était de penser qu'il s'agissait d'un animal, comme un ours. J'ai reculé très lentement. J'avais les yeux rivés sur cette grotte sombre. Quand je suis arrivé à peu près à l'entrée de la grotte, ma curiosité a encore pris le dessus. J'ai sorti ma lampe torche pour pouvoir éclairer l'intérieur de la grotte. Mes mains tremblaient. Lorsque j'ai allumé la lampe, j'ai balayé la lumière dans toute la grotte. Je n'en revenais pas. Il y avait 2 visages qui se cachaient derrière l'un des murs. Ça ressemblait fortement à 2 personnes, mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point leurs visages étaient amochés. On aurait pu croire que ces personnes étaient en décomposition. Pour être honnête, je ne sais pas s'il s'agissait de vraies personnes ou d'une créature qui ressemblait à un être humain, mais j'ai immédiatement fait demi-tour et ai commencé à redescendre. J'avais tellement peur que quoi qu'il soit dans cette grotte tire la corde pour me faire remonter. J'ai descendu très rapidement la montagne. Je pense que l'adrénaline a dû impacter ma performance, car en même pas 5 minutes, j'étais déjà en bas avec mes affaires prêts à partir. J'ai observé d'en bas pour voir si je pouvais voir ces 2 têtes sortir, mais rien. Je ne les ai jamais revues, et je n'allais pas attendre plus longtemps pour les revoir de toute façon. Je suis rentré en voiture directement après ça. J'ai tenté de trouver des théories avec mes parents et mes amis, mais tous ne comprennent pas ce que j'ai pu voir dans cette grotte. Peut-être qu'il s'agissait de personnes qui vivaient dedans, ou de créatures humanoïdes. Et ce bruit de frigo non plus ne fait aucun sens. C'est extrêmement frustrant de ne pas avoir d'explication à cette histoire. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cet événement m'a fait oublier ma séparation plutôt rapidement. Tout ça reste un mystère. Je n'ai pas le courage d'y retourner pour avoir plus d'explications malheureusement. Mais le principal, c'est que je sois encore en vie pour pouvoir vous la raconter. Je vis dans un petit quartier rural aux États-Unis. À l'époque, je travaillais en tant que serveur et je venais d'emménager dans mon nouvel appartement. Je vis au rez-de-chaussée. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis ça, mais ce détail aura son importance plus tard. Bref, tout a commencé dans ma salle de sport locale.
C'est une petite salle, mais il y a amplement assez de matériel pour faire tous mes exercices. J'étais en pleine série de développé couché, lorsqu'un jeune homme est venu me parler. Immédiatement, il m'a agacé, car il était en train de briser une des règles universelles du sport. N'interromps pas quelqu'un en pleine série. J'ai pris le temps de finir ma série avant d'enlever un écouteur pour lui demander ce qu'il voulait. Il s'est présenté et a commencé à faire genre il me connaissait. Il me disait qu'on était au même lycée. Je lui ai donc demandé de quel lycée il parlait, mais apparemment il avait oublié le nom. Ça confirmait bien qu'on ne se connaissait pas, d'autant plus que son prénom était Sean, et je ne connais aucun Sean. Il n'avait pas l'air de faire partie d'une salle de sport. Il était en sandales avec un jean gris sale et un pull vert kaki. Son vibe n'était pas très attirant pour être honnête. Je me suis dit qu'il cherchait sûrement désespérément des amis et que c'était sa façon de faire. Il m'a parlé pendant à peu près 3 minutes. C'était une conversation très gênante. Je n'avais pas peur, mais je ne savais pas du tout quoi lui dire. Lorsque je parlais, il rigolait à haute voix alors que je n'avais même pas fait de blague. Il a fini par me demander mon Snapchat. Je lui ai donné car je me suis dit que c'était peut-être le seul moyen qu'il me laisse continuer ma séance tranquillement. Il m'a remercié et est parti. Même quand il a dit au revoir, j'étais gêné. Il a dû me dire au revoir au moins 3 fois avant de vraiment s'en aller. J'ai fini ma séance, puis je suis rentré chez moi. Aux alentours de 18h, j'ai reçu une notification Snapchat. Un snap de Sean. J'ai soupiré et commencé à regretter lui avoir donné mon snap. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai dû attendre une trentaine de minutes avant de l'ouvrir. Le snap était un selfie de lui dans le noir. Son visage était beaucoup trop proche de la caméra, et son expression faciale m'a poussé à croire qu'il ne cherchait peut-être pas qu'une simple amitié. Il y avait du texte qui disait « Hey » avec 2 Y. J'ai hésité à le retirer de mes amis Snapchat, mais je me suis dit qu'il finirait par s'arrêter. J'ai ignoré son message, puis me suis mis devant un film. 5 minutes plus tard, une nouvelle notification de Sean. Cette fois-ci, je l'ai ouvert tout de suite. C'était encore un selfie de lui, mais sur celui-là, il ne souriait plus du tout. Au contraire, il avait l'air énervé et menaçant. Il y avait encore du texte qui disait « Pourquoi est-ce que tu m'ignores ?» J'ai fermé le message, puis l'ai bloqué de Snapchat. Et voilà, problème réglé. Même pas 30 minutes plus tard, j'ai reçu une notification Snapchat de Sean. Il venait de créer un nouveau compte Snapchat. J'ai ouvert son message et mon cœur s'est arrêté. C'était une photo de ma fenêtre de chambre, avec comme texte « Tu vas me répondre, connard ?» Je ne savais pas comment il avait trouvé mon adresse, jusqu'à ce que je pense à la Snap Map. Ma localisation était activée. Je l'ai désactivée tout de suite, puis j'ai attendu. Quelqu'un venait de toquer sur ma fenêtre de chambre. Je savais très bien que c'était Sean. Je me suis rapproché de ma fenêtre de chambre, puis ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la fenêtre d'un coup sec, puis ai attrapé la personne qui s'y trouvait derrière. Je l'ai tiré à l'intérieur de ma chambre, puis lui ai mis 2 coups de poing au visage. Il était par terre, évanoui. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu constater qu'il s'agissait bien de Sean. J'ai appelé la police, qui est arrivée en 5 minutes. Je n'ai même pas eu à les convaincre. Au moment de l'arrestation, Sean était en train de m'insulter et de me menacer de mort. Ils l'ont embarqué, puis sont partis. Je n'ai jamais eu d'autres problèmes avec Sean. La police a bien dû faire son travail. Aux dernières nouvelles, il a interdiction de m'approcher dans un rayon de 100 mètres. Je conseille vraiment à tout le monde de désactiver sa localisation Snapchat. J'ai dû apprendre ma leçon avec la méthode dure. En tout cas, je reste toujours parano de cette histoire. À chaque fois que quelqu'un m'ajoute sur Snapchat, j'ai toujours peur qu'il s'agisse secrètement de ce cher Sean. Quand je suis allé à l'université, j'ai dû déménager de chez mes parents. J'ai été chanceux car mes parents avaient une amie qui avait une chambre libre dans son appartement. L'amie s'appelait Cathy. C'est elle la propriétaire de l'appartement, et donc elle n'y vit pas dedans. Cathy nous a informé du profil de ma future colocataire. Apparemment c'était une femme qui s'appelait Betty, et elle était plutôt âgée de ce qu'on m'avait dit, à peu près dans sa soixantaine. Je vous avoue que c'était assez étrange de me dire que ma colocataire pourrait être ma grand-mère. Mais le loyer était peu cher, et la localisation de l'appartement était très favorable. J'ai donc accepté l'offre,
et nous avons emménagé les quelques affaires dans mon nouveau chez moi. L'appartement était déjà meublé, ce qui veut dire que je n'avais pas à dépenser dans de nouvelles fournitures. Cathy m'a présenté Betty. C'était bel et bien une femme dans sa soixantaine, qui paraissait tout à fait normale à première vue. Je me suis installé et mes parents sont partis. Pendant 2 jours, rien d'anormal ne s'est passé. Le 3e jour dans l'appartement, un premier incident s'est produit. Il faisait déjà nuit. Il devait être environ 21h. J'étais sur le canapé devant la télé lorsque j'ai vu Betty qui faisait sortir sa tête de derrière le mur du couloir. Elle était dans l'obscurité, mais la lumière de la télé m'a permis de voir qu'elle me regardait. J'ai demandé à Betty si tout allait bien, et si elle voulait s'asseoir avec moi pour regarder la télé. Je n'ai reçu aucune réponse de sa part. Elle restait derrière ce mur, et ne faisait dépasser qu'une partie de son visage. Betty a commencé à murmurer des choses incompréhensibles. C'était comme si elle gémissait les mots. Je suis resté là pendant 1 minute, à la regarder faire. Puis elle s'est retournée pour retourner dans sa chambre. Honnêtement, cet incident m'a foutu la trouille. J'ai appelé Cathy pour lui demander si Betty souffrait de somnambulisme ou d'une quelconque maladie qui pourrait expliquer son comportement. Cathy m'a dit qu'elle venait de rencontrer Betty il n'y a même pas 2 semaines, mais que d'après d'elle, Betty paraît tout à fait normale. J'ai raccroché, puis suis allé me coucher. Le lendemain matin, je suis tombé sur Betty, qui cuisinait des œufs dans la cuisine. Je lui ai donc demandé si tout allait bien, et pourquoi elle me regardait hier soir. Betty ne savait même pas de quoi je parlais. Je lui ai donc bien expliqué la situation, mais elle n'avait aucun souvenir de l'incident. Quelques jours sont passés, rien ne s'est produit de trop étrange. Je dis rien de trop étrange, car en réalité, toute cette situation était légèrement bizarre à mon goût. Un soir, j'étais posé dans ma chambre devant mon ordinateur. Encore une fois, il devait être dans les alentours de 21h. Je me relaxais, quand soudainement j'ai entendu quelqu'un toquer à ma porte de chambre. J'ai su de suite qu'il s'agissait de Betty, mais même en sachant que c'était elle, j'ai immédiatement commencé à avoir peur. Betty recommença à gémir des mots incompréhensibles, tout en toquant à la porte. J'avais vraiment envie de fermer la porte à clé, mais malheureusement la porte n'avait pas de verrou. J'ai donc attendu pendant à peu près 1 minute, le temps que Betty arrête de toquer et reparte dans sa chambre. J'avais envie de rappeler Cathy, mais dans tous les cas, elle n'aurait rien pu faire de plus. 1 heure plus tard, j'ai éteint mon ordinateur et suis allé me coucher. Étonnamment, je me suis endormi rapidement, malgré l'incident d'1 heure auparavant. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je pensais au début qu'il serait le matin, mais en regardant mon réveil, j'ai vu qu'il n'était que 1h30 du matin. Je ne savais pas ce qui m'avait réveillé. J'ai donc regardé autour de ma chambre, puis vu que ma porte de chambre était ouverte. Immédiatement, j'ai pensé à Betty. Un grincement au sol m'a fait tourner la tête sur ma gauche. Il y avait une silhouette dans ma chambre. « Betty ?» j'ai demandé. Les mêmes gémissements ont recommencé. Son visage était terrifiant. Elle avait l'air à moitié endormie, mais me regardait droit dans les yeux. Je me suis mis en boule de l'autre côté de mon lit lorsque j'ai vu le couteau de cuisine dans sa main droite. Elle ne bougeait pas, mais me regardait en gémissant, comme une tarée sortie d'un asile. J'étais pétrifié. Je ne pouvais plus bouger mon corps. Betty s'est enfin retournée, puis est sortie de ma chambre. J'ai couru pour barricader la porte avec mon armoire. J'ai failli appeler Cathy à nouveau, mais à 1h30 du matin, je me suis dit qu'elle ne répondrait pas. J'ai donc attendu que la nuit passe. Je n'ai pas dormi 1 minute. Et dès que le soleil s'est levé, j'ai appelé Cathy. Je lui ai tout expliqué, et elle était vraiment sous le choc. Je lui ai dit que Betty devait s'en aller. Elle a dit qu'elle se chargerait de Betty. Plus tard dans la journée, j'ai changé d'avis, puis ai décidé que c'est moi qui m'en irais. Le fait d'avoir vu quelqu'un dans ma chambre au milieu de la nuit m'avait officiellement dégoûté de cet endroit. J'ai dû revenir chez mes parents le temps de retrouver un appartement. Apparemment, Betty vit toujours chez Cathy actuellement. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été envoyée à l'hôpital. Nous avons tout de même fait nos recherches avec Cathy, puis sommes venus à la conclusion que Betty devait être atteinte du syndrome du coucher du soleil. Les personnes atteintes de cette maladie deviennent confuses, anxieuses et parfois même dangereuses. Je suis ravi de m'en être sorti intact. Je plains la prochaine personne qui se retrouvera à vivre avec Betty. Je suis toujours étonné qu'elle ne soit pas envoyée à l'hôpital.
J'espère que Cathy n'attend pas qu'un incident grave se produise pour pouvoir agir à ce sujet. Bonjour, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge que j'ai sur le front. Cela vous permettra de vous abonner et d'être au courant quand une prochaine vidéo sort. A plus les buddies!